C'est une mesure floue qui n'est pas extrêmement précise. C'est pourquoi les gestionnaires utilisent un facteur d'incertitude. L'approche standard utilisée depuis des années par les toxicologues consiste à appliquer un facteur de 100. On considère que c'est d'abord un facteur de 10 pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre les animaux et les humains, puis un nouveau facteur de 10 pour les différences de sensibilité entre les humains eux-mêmes. La question est de savoir si c'est suffisant. Nombreux sont ceux qui soutiennent qu'un facteur de 10 pour tenir compte de la variabilité humaine est beaucoup trop faible. Pour une même dose, l'effet pourra être nul pour certaines personnes, mais il pourra être énorme pour d'autres. Le facteur de sécurité qui est censé être de 100 est un chiffre tombé du ciel et griffonné sur un coin de nappe. Ça s'est décidé à 4 autour d'une table. C'est ce qu'a raconté Bob Shiplan, un ancien de la Food and Drug Administration, dans une conférence à laquelle j'ai assisté. Il a dit « C'était dans les années 60. Il fallait que nous trouvions une manière de déterminer quel niveau de produit on pouvait autoriser sur les aliments. On s'est réunis, et voilà, on l'a fait. » En attendant, la DGA constitue la valeur de référence absolue pour les experts chargés de réglementer les produits chimiques qui contaminent notre chaîne alimentaire, comme ici à l'EFSA, l'autorité européenne pour la sécurité des aliments. Est-ce que vous estimez que c'est un concept scientifique, la DGA ? Oui, j'ose bien l'espérer, oui, bien sûr. C'est le résultat, bien sûr, de recherches scientifiques. Il y a un consensus dans le monde scientifique qu'il y a lieu de fixer une DGA. Ce n'est pas un concept scientifique. D'abord parce que ce n'est pas une valeur qui caractérise l'étendue du risque, mais son acceptabilité. Or, l'acceptabilité est une notion essentiellement sociale, normative, politique ou commerciale. Acceptable. Mais acceptable pour qui? Et derrière la notion d'acceptabilité, il y a toujours la question, est-ce que le risque est acceptable au regard d'un bénéfice supposé? Mais ceux qui profitent de l'utilisation des produits chimiques sont toujours les entreprises et pas les consommateurs. Donc ce sont les consommateurs qui prennent les risques et les entreprises qui reçoivent les bénéfices. And although our knowledge of pesticides is still incomplete, research has given some of the answers, making economic poisons safer to use. Men have been drinking measured amounts of diluted pesticide for several months in this long-range test. In companion studies, samples of fruit, vegetables, and other food products are collected and analyzed for poisonous residue, and complete meals are analyzed to determine the average daily consumption of pesticide contained in the food we eat. C'était exactement la question que je me posais. À quoi sert la DGA si on ne tient pas compte du niveau de résidus de pesticides que l'on trouve sur les fruits et légumes traités? Pour cela, les experts ont inventé un second outil indissociable de la DGA, les limites maximales de résidus, dans le jargon LMR. C'est quoi les LMR? Donc, c'est la quantité qui peut se trouver dans une denrée alimentaire. Quantité exprimée en milligrammes de pesticides, de résidus de pesticides par kilogramme de denrées alimentaires. Donc la fixation des LMR, c'est le résultat d'un processus fort complexe. Fort complexe en effet. Prenons l'exemple d'un insecticide qui a une dose journalière admissible de 0,01 mg par kilo de poids corporel. Cet insecticide peut être utilisé sur une vingtaine de fruits et légumes. Comment savoir si nous, les consommateurs, n'atteindrons pas en un jour la dose de l'insecticide considérée comme acceptable? Pour cela, les gestionnaires doivent évaluer notre exposition potentielle en mesurant la quantité de résidus qui restent sur chaque produit agricole après la récolte grâce à des essais en champ.
Et puis il faut des études de consommation pour déterminer quels fruits et légumes et en quelle quantité nous mangeons quotidiennement en tenant compte des habitudes alimentaires qui varient d'un pays ou d'un continent à l'autre. Le résultat des milliers de chiffres permettant d'établir les limites maximales de résidus autorisés aliment par aliment. Qui fixe ces chiffres? Un organisme des Nations Unies qui répond au nom barbare de Codex Alimentarius. Chargé d'élaborer les normes alimentaires au niveau international, il est conseillé par 2 comités qui dépendent de l'OMS et de la FAO. Le comité mixte des experts sur les additifs alimentaires, appelé GECFA, et le comité mixte sur les résidus de pesticides, ou JMPR. J'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle d'assister à la réunion annuelle du JMPR. Composé d'experts internationaux, sa mission est d'examiner les données toxicologiques des pesticides pour établir leur DJA, mais aussi de fixer les LMR pour chaque produit agricole. Lors de la session de septembre 2009, 21 pesticides ont été évalués, dont le chlorpyrifos méthyle, un insecticide fabriqué par la firme américaine Dow AgroScience. Prenons l'exemple du chlorpyrifos méthyle, qui est utilisé comme insecticide dans le monde entier. Comment peut-on savoir si un consommateur n'a pas atteint la DJA du chlorpyrifos méthyle simplement en mangeant 3 pommes et 2 pamplemousses par exemple? C'est une question. Oui, je comprends votre question. Mais il faut savoir que le niveau de LMR que nous évaluons est bien plus élevé que votre exposition réelle. D'après nos programmes de monitoring, nous savons que toutes les pommes que vous mangez n'ont pas été traitées avec du chlorpyrifos méthyle. Il faut comprendre que notre évaluation de la consommation correspond en fait au cas théorique le pire. Cela n'a rien à voir avec le monde réel. Dans le monde réel, vous aurez dans votre assiette un mélange de pommes de terre qui ont été traitées, mais aussi de carottes ou de salades qui n'ont pas été traitées. Donc, la probabilité que vous receviez en un jour un niveau très élevé de résidus de ce pesticide est extrêmement faible. À dire vrai, ce n'est pas vraiment rassurant. Concrètement, cette évaluation du cas théorique le pire est calculée à partir des données envoyées par l'industrie. Celle-ci occupe des kilomètres de rayonnage dans les sous-sols de l'OMS. Pour chaque pesticide, le fabricant envoie des milliers de pages concernant les études toxicologiques et les mesures de résidus réalisées lors des essais en champ. Les mauvaises langues affirment que c'est une stratégie de l'industrie d'inonder les experts de données difficiles à vérifier à moins d'y passer des mois. Impossible de savoir comment travaillent les experts car nous n'avons pas été autorisés à enregistrer le son des débats. En effet, au JMPR, tout est secret. L'identité des experts, le contenu des sessions qui se tiennent à huis clos et les données envoyées par l'industrie qui sont couvertes par le secret commercial. J'ai examiné la liste des études que vous a fournie Dow AgroScience, qui est le fabricant du chlorpyrifos méthyle. C'est très intéressant car elles sont toutes non publiées et couvertes par la protection des données. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Oui, c'est fort possible. Les études fournies par l'industrie au JMPR ou aux autorités nationales sont des données protégées par une clause de confidentialité. Mais si vous consultez les documents produits par le JMPR ou les autorités nationales, vous trouverez de larges résumés de ces données. Des résumés, mais pas les données brutes. Non, pas les données brutes, car elles appartiennent aux fabricants. Vous devez donc nous faire confiance pour l'analyse et l'interprétation correcte des données.
La pratique de maintenir les données secrètes ne sert que les intérêts commerciaux des entreprises chimiques. Elle est complètement contraire aux intérêts des consommateurs et de la santé publique. L'OMS et les agences de réglementation ne méritent aucunement la confiance du public tant qu'elles ne changeront pas leurs pratiques. Pourquoi les données sont-elles protégées? C'est à cause de la protection des droits de propriété intellectuelle. Ce sont des problèmes légaux. Les données sont privées et appartiennent à l'entreprise qui les transmet. Vous devriez demander à l'industrie pourquoi c'est ainsi. Seules les données qui concernent le processus de fabrication des produits peuvent justifier la clause de confidentialité, car elles représentent des informations commerciales sensibles. En revanche, toutes les données toxicologiques qui concernent la sécurité ou la toxicité des produits devraient être dans le domaine public. Si on prend l'exemple du tabac, les études fournies par les fabricants de cigarettes étaient défectueuses et même manipulées ou falsifiées. Et l'OMS a été trompée pendant des années par l'industrie. Je n'ai pas de commentaires à faire. Mais c'est vrai ce que je dis. Je n'ai pas de commentaires à faire, d'autant plus que cela s'est passé avant mon arrivée à l'organisation. Je ne connais pas tous les détails. Je sais que c'est une histoire douloureuse ici. Oui, c'est clairement une histoire douloureuse. Je ne suis pas sûre que ce soit comparable avec la situation des pesticides. Mais il est un fait que la protection des données est l'objet d'un intense débat ici. Et nous verrons bien où cela nous mènera. En attendant, une chose est sûre. Pour l'industrie, l'enjeu est énorme. Le marché annuel des pesticides représente 25 milliards d'euros. En Europe, quelques 400 molécules sont autorisées et 140 000 tonnes sont pulvérisées chaque année. Chaque pesticide a sa DJA et ses LMR pour chaque catégorie de produits agricoles. Quand on voit tous ces chiffres, on se dit que la belle construction réglementaire pourrait être rassurante si la DJA et les LMR étaient des valeurs scientifiques suffisamment sûres pour être définitives. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que montre l'exemple de la procimidone, un fongicide réexaminé par le JMPR à la demande de l'autorité européenne pour la sécurité des aliments. L'Union européenne a exprimé des inquiétudes concernant les limites que nous avons fixées. Vous avez raison, finalement l'EFSA a décidé de baisser la DJA de la procimidone. J'ai ici le document de l'EFSA qui, je cite, propose de changer les LMR afin de réduire l'exposition du consommateur à un niveau où on estime qu'il n'y aura pas d'effet négatif sur sa santé. Quand je lis ce document de l'EFSA, je comprends que la DJA ou les LMR fixés par l'EFSA ou le JMPR ne sont jamais définitives. Oui, dans la vie, rien n'est jamais définitif, y compris la science. Donc s'il y a de nouvelles données qui nous obligent à changer nos décisions antérieures, alors nous le faisons. Donc là, j'ai un document de l'EFSA, n'est-ce pas, publié le 21 janvier 2009. Admettons qu'on change la DJA parce qu'il y a de nouvelles données, n'est-ce pas? Ça veut dire que la DJA qu'il y avait avant, dont on pensait qu'elle me protégeait, en fait, elle ne me protégeait pas. Elle ne protégeait pas pour cette... Elle n'avait pas la même... Elle n'offrait pas la même protection. Encore une fois, il y a des valeurs de sécurité qui sont appliquées. Donc, une valeur de 100 par rapport à la dose sans effet. Donc, il y a des sécurités qui sont un peu partout insérées dans le système. Donc, c'est très improbable que la DJA, qui avait été fixée auparavant, a amené à des effets pour la santé.